Bienvenue sur notre page Lecture paisible. Notre roman Allah n'est pas obligé, chapitre 3. ULIMO, United Liberian Movement ou Mouvement de l'Unité libérienne, c'est la bande des loyalistes, les héritiers du bandit de grand chemin. Le président dictateur Samuel Doe qui fut dépêché. Il fut dépêché un après-midi brumeux dans Monrovia, la terrible capitale de la République de Libéria, indépendante depuis 1860. Wallahi, au nom d'Allah. Le dictateur Doe est parti du grade de sergent dans l'armée libérienne. Lui, sergent Doe et certains de ses camarades ont eu marre de l'arrogance et du mépris des nègres noirs afro-américains appelés Congo à l'égard des natifs du Libéria. Les natifs, c'est les nègres noirs africains indigènes du pays. Ils sont à distinguer des nègres noirs afro-américains, les descendants des esclaves libérés. Ces descendants des esclaves appelés aussi Congo se comportaient en colons dans la société libérienne. C'est comme ça mon dictionnaire arabe définit natifs et afro-américains. Samuel Doe et certains de ses camarades ont eu marre de l'injustice qui frappait les natifs du Libéria dans le Libéria indépendant. C'est pour ces raisons que les natifs se révoltaient et deux natifs montèrent un complot de natifs contre les Afro-Américains colonialistes et arrogants. Les deux natifs, les deux nègres noirs africains indigènes qui montaient ce complot s'appelaient Samuel Doe, un crâne, et Thomas Kiyomba, un Gio. Les Krans et les Gio sont les deux principales tribus nègres noires africaines du Libéria. C'est pourquoi on dit que c'était tout le Libéria indépendant qui s'était révolté contre ces Afro-Américains colonialistes et arrogants colons. Heureusement pour eux, les révoltés ou par sacrifice exaucé pour eux, le complot a pleinement réussi. Sacrifice exaucé signifie, d'après inventaire, les nègres noirs africains qui font plein de sacrifices sanglants pour avoir la chance. C'est quand leurs sacrifices sont exaucés qu'ils ont la chance. Après la réussite du complot, les deux révoltés allaient avec leurs partisans tirer du lit au petit matin tous les notables, tous les sénateurs afro-américains. Ils les amenèrent sur la plage. Sur la plage, les mis en caleçon les attachaient à des poteaux. Au lever du jour, devant la presse internationale, les fusillèrent comme des lapins. Puis les comploteurs retournèrent dans la ville. Dans la ville, ils massacraient les femmes et les enfants des fusillés et firent une grande fête avec plein de bouquins, plein de fantasias, avec plein de souleries, etc. Après, les deux chefs comploteurs s'embrassèrent sur les lèvres comme des gens concrets, se félicitaient mutuellement. Le sergent Samuel Doe nomma au grade de général le sergent Thomas Kiyomba et le sergent Thomas Kiyomba nomma au grade de général le sergent Samuel Doe. Et comme il fallait un seul chef, un seul et unique chef d'État, Samuel Doe se proclama président et chef incontesté et incontestable de la République unitaire et démocratique du Libéria indépendant depuis 1860. Ça tombait bien comme du ciel dans la soupe. Il y avait justement un sommet des chefs d'État de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Le Libéria fait partie intégrante de la CEDEAO. Samuel Doe, avec le grade de général et le titre de chef dans sa tenue parachutiste, le revolver à la ceinture, sauta dans l'avion comme chef d'État pour assister comme tous les chefs d'État au sommet de la CEDEAO. Ça avait lieu à Lomé. À Lomé, les choses se gâtaient. Lorsqu'il arriva armé jusqu'aux dents, les chefs d'État CEDEAO s'effrayaient. Ils le considéraient comme un fou et ne l'acceptaient pas au sommet. Au contraire, ils l'enfermaient dans un hôtel pendant tout le sommet avec interdiction absolue de mettre le nez dehors et de boire de l'alcool. C'est après le sommet qu'il l'expédiait par son avion à Monrovia, dans sa capitale. Comme un ouya-ouya. Ouya-ouya signifie un va-nu-pied, un teigneux, d'après inventaire des particularités du français en Afrique noire. Dans sa capitale Monrovia, Samuel Doe régna peinard pendant 5 pleins hivernages. Partout, il allait en tenue de parachutiste et le revolver à la ceinture comme un vrai révolutionnaire, mais un jour, il pensa à Thomas Kiyomba.
pensa à Thomas Kiyonkpa qui, et du coup il se renfrogna, se trouva mal à l'aise dans sa tenue de parachutiste. Il ne faut pas oublier que Samuel Doe avait réussi le coup avec Thomas Kiyonkpa et Thomas Kiyonkpa était toujours là. Même les voleurs de poulets de basse-cour le savent et se le disent. Quand on réussit un coup mirifique avec un second, on ne jouit pleinement du fruit de la rapine qu'après avoir éliminé ce second. Après 5 ans de règne, l'existence de Thomas Kiyonkpa continuait à poser des problèmes au moral, au parler, au comportement du général Samuel Doe. Pour résoudre ces problèmes, Samuel Doe inventa un stratagème garanti. Stratagème signifie ruse d'après mon dictionnaire Le Petit Robert. C'était simple, il suffisait d'y penser. C'était le coup de la démocratie. La démocratie, la voix populaire, la volonté du peuple souverain et tout et tout. Un samedi matin, Samuel Doe décréta une fête. Il convoqua tous les officiers supérieurs de l'armée libérienne, tous les directeurs de l'administration, les chefs de canton et toute la République, tous les chefs religieux. Devant tout ce aréopage signifie réunion des gens savants, il tint ce langage. J'ai été obligé de prendre le pouvoir par les armes parce qu'il y avait trop d'injustice dans ce pays. Maintenant que l'égalité existe pour tout le monde et que la justice est revenue, l'armée va cesser de commander le pays. L'armée remet la gestion du pays aux civils, au peuple souverain. Et pour commencer, moi, solennellement, je renonce à mon statut de militaire, je renonce à ma tenue de militaire, à mon revolver, je deviens un civil. Il se débarrassa de son revolver, de sa tenue de parachutiste, du béret rouge, de la chemise avec les galons, du pantalon, des chaussures et des chaussettes. Il se déshabilla jusqu'au caleçon. Puis, il claqua des doigts et l'on vit arriver son ordonnance. Il lui apportait un complet, 3 pièces, une chemise, une cravate, des chaussettes, des souliers et un chapeau mou. Et sous les applaudissements de toute l'assistance, il se mit en civil. Il devint un civil comme le dernier ouïa du coin. À partir de là, les choses allèrent très vite. En 3 semaines, il se fit rédiger une constitution à sa mesure. Pendant 2 mois, il passa dans tous les comtés pour expliquer qu'elle était bonne. Et la constitution fut un dimanche matin votée à 99,99% des votants. À 99,99% parce que 100% ça faisait pas très sérieux. Ça faisait ouïa. Avec la nouvelle constitution, le pays avait besoin d'un président civil. Pendant 6 semaines, il alla dans tous les comtés pour dire qu'il était devenu civil dans la parole et dans le cœur. Et un autre dimanche matin, on vota pour lui à 99,99% des votants en présence des observateurs internationaux. À 99,99% parce que 100% ça faisait ouïa, ça faisait jaser. Jaser, c'est bavader sans cesse pour le plaisir de dire des médisances d'après Larousse. Le voilà bon président, bon teint respectable et respecté. Le premier acte concret qu'il plaça fut tout de suite en tant que président de limoger le général Thomas Kiyonkpa comme un malpropre. Limoger signifie priver un officier de son emploi. Limoger comme un malpropre, comme quelqu'un qui voulait monter un complot. Mais là, les choses se gâtèrent. Thomas Kiyonkpa ne se laissa pas faire, pas du tout. Avec des officiers des 4 JO comme lui, Thomas Kiyonkpa monta effectivement un vrai complot. Il manqua de peu d'un cheveu que le complot réussisse. Il manqua de peu d'un cheveu que Samuel Doe fut assassiné. Alors là, Samuel Doe a réagi mal. Il avait des preuves, une occasion qu'il cherchait depuis longtemps. Il tortura affreusement Thomas Kiyonkpa avant de le fusiller. Sa garde prétorienne se répandit dans la ville et assassina presque tous les 4 JO de la République de Libéria, leurs femmes et leurs enfants. Voilà Samuel Doe, heureux et triomphant, le seul chef entouré des seuls 4 de son ethnie Kran. La République de Libéria devient un État Kran, totalement Kran. Cela ne dura guère, car heureusement, une trentaine de 4 JO avaient échappé à leurs assassins. Ils s'étaient enfuis en Côte d'Ivoire et là, avaient pleuré auprès du dictateur du pays, Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny les avait consolés et les avait envoyés au dictateur de Libye, le seigneur Kadhafi, qui a toujours un camp pour former des terroristes. Kadhafi forma la trentaine de 4 JO au maniement des armes et aux terroristes pendant 2 années entières. Puis,
Il les envoya en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, les 4 bien formés se cachaient dans les villages de la frontière de la Côte d'Ivoire et du Libéria. Il se fit discret jusqu'à cette date fatidique. Fatidique signifie marqué par le destin. Du 24 décembre 1989, Noël 1989 à Noël 1989 dans la nuit, ils attendirent que tous les gardes frontières du poste Boutoro, ville frontalière, soient ivres morts tout cuits pour les attaquer. Ils maîtrisèrent rapidement le poste frontière de Boutoro, massacrèrent tous les gardes frontières et récupérèrent leurs âmes. Tous les gardes frontières tués, ils se firent passer pour des gardes frontières, prirent le téléphone et appelèrent l'état-major de Monrovia. Ils annonçaient à l'état-major que les gardes frontières avaient repoussé une attaque qu'ils demandaient du renfort. L'état-major dépêcha du renfort. Les soldats du renfort tombaient dans un guet-apens. Ils furent tous massacrés, tous tués, tous émasculés et leurs âmes récupérées. Les 4 Gio, les mutins, avaient des âmes, beaucoup d'âmes. C'est pourquoi on dit, les historiens disent que la guerre tribale arriva au Libéria ce soir de Noël 1989. La guerre commença ce 24 décembre 1989, exactement 10 ans avant, jour pour jour, le coup d'état militaire du pays voisin, la Côte d'Ivoire. Depuis cette date, les ennuis pour Samuel Doe allaient crescendo jusqu'à sa mort. Crescendo signifie d'une façon progressive. Crescendo jusqu'à sa mort par coupure en tranches. Nous en parlerons un peu plus tard. Pour le moment, je n'ai pas le temps d'y accommoder. Bata de Batadise. Les étrangers n'étaient pas bienvenus chez les Ulimo. C'est la guerre tribale qui veut ça. Dès que nous sommes arrivés, nous avons raconté la petite histoire que nous avions préparée sur Samuel Doe, sur son patriotisme, sa générosité, sur le grand bien qu'il a fait au Libéria entier, sur son sacrifice pour la patrie, etc. Ils ont bien écouté ce discours religieusement et longtemps. Après, ils nous ont demandé nos âmes. Nous avons remis nos âmes en toute confiance. Ils nous ont apporté un Coran, une Bible et des fétiches. Ils nous ont fait jurer sur les livres saints et sur les fétiches. Nous avons juré solennellement que nous n'étions pas des voleurs, qu'aucun de nous n'était voleur. Parce que les voleurs, il y en avait trop. Ils n'en voulaient plus. Ils en avaient marre et puis ils nous ont enfermés dans des prisons. Cric-crac. Dans les prisons de Ulimo, la nourriture était trop dégueulasse et trop insuffisante. Dégueulasse signifie dégoûtant. Yacouba a été le premier à se plaindre de la mauvaise condition. Il a gueulé fort. Je suis un grigriman fortiche dans la protection contre les balles sifflantes. Ils ne l'ont pas entendu. Il a gueulé encore plus fort. Enlevez-moi d'ici, sinon je vais vous féticher. Vous fétichez tous. Alors ils sont venus le chercher et il a dit qu'il n'allait pas sans moi. Il a demandé que j'aille avec lui. Ils nous ont envoyés dans l'état-major du général Baclé, Donika Baclé Doe. Le général Baclé était une femme. On devait dire général au féminin, mais d'après mon Larousse, général est réservé à la femme d'un général et jamais au général lui-même. Donc, ils nous ont présenté à Onika Baclé Doe. Le général Baclé était content d'avoir Yacouba. Elle avait déjà un grigriman féticheur, mais c'était pas un grigriman musulman. À certains faits, elle commençait à douter de la science et des pratiques de son grigriman féticheur. Avec Yacouba, elle en aura 2 et ce sera tant mieux. Moi, j'ai été envoyée chez les enfants soldats. On m'a montré mon kalash. Nous étions 5 pour une arme et celui qu'on m'a présenté était plus neuf que ce que j'avais eu chez NPFL. Les enfants soldats étaient bien traités chez les Ulumo. On mangeait bien et on pouvait avoir de l'argent, du dollar, en faisant le garde du corps des opailleurs. J'ai voulu faire des économies, je n'ai pas voulu foutre dans la drogue tout ce que je gagnais comme le faisaient les autres enfants soldats. Avec mes économies, j'ai acheté de l'or et cet or, je le conservais dans un fétiche que j'avais sur moi. Je voulais apporter quelque chose à ma tante le jour que je la rencontrerais. Faforo, sexe de mon père. Le général Baclé, c'était aussi un drôle de numéro matricule, mais une drôle de femme très juste à sa façon. Elle fusillait de la même manière femmes et hommes
tous les voleurs que ça ait volé une aiguille ou un bœuf. Un voleur, c'est un voleur et ça les fusillait tous. C'était équitable. Sanikeli, la capitale du général, était le repère des voleurs. Tous les voleurs de la République de Libéria s'étaient donné rendez-vous à Sanikeli. Les enfants soldats en savaient quelque chose. Eux qui dormaient très souvent sous l'effet de la drogue, ils se réveillaient très souvent nus, totalement nus. Les voleurs leur avaient tout pris, même leurs caleçons. On les trouvait nus après, près de leur calache. Les voleurs pris en flagrant délit. Flagrant délit, c'est le délit commis sous les yeux de ceux qui le constatent. Dans la semaine, sont arrêtés et enchaînés dans une prison. Ils peuvent avoir faim comme veut la loi de la nature humaine. Rien à faire. Les prévenus n'avaient pas droit à la nourriture dans les prisons de Baclay. Le samedi, vers 9 h, ces prévenus sont amenés enchaînés sur la place du marché où toute la population se trouve réunie. Le jugement a eu lieu sur place et devant tout le monde. Ça consiste à demander au prévenu s'il a oui ou non volé. S'il répond oui, il est condamné à mort. S'il répond non, il est confondu par les témoins et il est condamné également à mort. Confondre signifie réduire quelqu'un au silence en prouvant qu'il a commis la faute. C'était donc kiff pareil la même chose. Le prévenu était toujours condamné à mort et les condamnés passent illico presto sur l'aire de l'exécution. Illico presto signifie immédiatement. On leur apporte du riz fumant, sauce graine avec de gros morceaux de viande. Ils se jettent dessus comme des fauves tellement ils ont faim. C'est tellement bon que ça donne envie à beaucoup de spectateurs de se trouver à la place des condamnés. Les condamnés mangent beaucoup et fort. Ils mangent à leur faim, tout leur saoule. Ils disent adieu à leurs amis. Que le condamné soit catholique ou non, un curé passe et il reçoit l'extrême onction. On les attache à des poteaux. On bande leurs yeux. Certains pleurent comme des gosses pourris. C'est la minorité. La plupart, la grande majorité, lèchent la babiche, rient aux éclats bruyamment tellement ils sont contents d'avoir bien mangé. Et on les fusille sous les applaudissements de la foule joyeuse et heureuse. Et malgré ça, certains des spectateurs constatent avec surprise que, pendant qu'ils applaudissaient, des voleurs les ont délestés de leur portefeuille. Délester signifie alléger de son portefeuille d'après mon Larousse. Délester de leur portefeuille parce qu'il y a tellement de voleurs dans le pays de Sanikeli que l'exécution des uns n'arrivait pas à servir de leçon aux autres. Faforo, cul de mon papa. Au point de vue origine et filiation, Onika était la sœur jumelle de Samuel Doe. Elle se défendait au moment du complot des natifs contre les Afro-Américains. Se défendre pour une fille, c'est aller d'un point à un autre, c'est se prostituer. Elle s'appelait alors Onika Dokuin. Dès la réussite du complot de son frère jumeau, ça la nomma sergent dans l'armée libérienne et elle-même changea de nom et se fit appeler Baclay. Baclay parce que cela faisait nègre, noir afro-américain et on a beau dire être afro-américain au Libéria donnait un certain prestige, c'était mieux que d'être d'origine native, d'être nègre, noir, africaine, indigène. À son retour de Lomé, de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, Samuel Doe nomma lieutenant le sergent Baclay et l'affecta à sa sécurité personnelle. Après le complot des JO, Samuel Doe la nomma commandant de la garde présidentielle. À la mort de Samuel Doe, quand Samuel Doe fut dépécé, Baclay se nomma elle-même général et chef de la région de Sanikeli. C'est-à-dire que le général était une femme futée qui ne laissait pas laper sa sauce au fond d'un canari par les ouya d'hommes. Voilà, hey! Le général Onika était une petite femme énergique comme un cabri auquel on a pris le petit. Elle supervisait tout avec les galons de général et son calache. Partout dans son 4x4 bourré de gardes du corps armés jusqu'aux dents. La gestion de Baclay était familiale. La gestion courante était laissée à son fils. Son fils s'appelait Johnny Baclay Doe. Il était colonel et commandait le régiment le plus aguerri. Ce fils était marié à 3 femmes. Ces 3 femmes étaient commandants et dirigeaient les 3 secteurs les plus importants. Les finances, la prison et les enfants soldats. Sita était le nom de celle qui s'occupait des finances. C'était une malinquée dans le Pendji afro-américain Mandingo.
Ça recevait le loyer de la terre que devaient payer trimestriellement les opailleurs. Elle était musulmane, mais pas humanitaire pour un sou. Elle considérait comme des voleurs de la terre les opailleurs qui travaillaient sans les autorisations et ceux-ci étaient condamnés à mort le samedi matin et fusillés et elle en riait aux éclats. Monita était le nom du commandant qui s'occupait des prisons. Elle était protestante, était humanitaire et avait un cœur d'or. Elle donnait à manger aux prévenus qui n'avaient pas le droit de casser la croûte. Elle a donné du plaisir à ceux à qui il ne restait que quelques heures à vivre. Des gestes comme ça, Allah les voit et récompense au ciel. Celle qui commandait les soldats enfants s'appelait Rita Baclay. Rita Baclay m'aimait comme c'est pas permis. Elle m'appelait le fiston du Grigriman Yacouba et le fiston du Grigriman avait tout et pouvait se permettre tout. Parfois, surtout, quand Baclay était absent, elle m'amenait chez elle, me mijotait un petit plat. Mijoter signifie cuire doucement et amoureusement. Je mangeais bien et pendant tout le repas, elle ne cessait de me dire « Petit Birahima, tu es beau, tu es joli. Sais-tu que tu es joli? Sais-tu que tu es beau ?» Et après le repas, me demandait tout le temps de me déshabiller. Et j'obéissais. Elle me caressait le bangala doucement et doucement. Je bandais comme un âne et sans cesse je murmurais. Si le colonel Baclay nous voyait, il ne serait pas content. Ne crains rien, il n'est pas là, murmurait-elle. Elle faisait plein de baisers à mon bangala et à la fin, l'avalait comme un serpent avale un rat. Elle faisait de mon bangala un petit cure-dent. Je quittais sa maison en sifflotant gonflé et content. Yamokodei, bâtard. Sanikeli était une grosse agglomération à la frontière où on extrayait de l'or et du diamant. Malgré la guerre tribale, les commerçants étrangers s'aventuraient jusqu'à Sanikeli, appâtés par les prix cadeaux de l'or. S'aventurer signifie se hasarder, courir un risque. Et appâter, c'est attirer. Tout le monde était sous les ordres du général Baclay à Sanikeli. Le général Baclay avait droit de vie et de mort sur tout le monde à Sanikeli et elle en usait. Elle en abusait. Sanikeli comprenait 4 quartiers. Le quartier des natifs, celui des étrangers. Entre les deux, il y avait le marché. Le marché, c'était là que les samedis, on exécutait le voleur. À l'autre bout, au pied de la colline, le quartier des réfugiés et sur la colline, le camp militaire où nous vivions. Le camp militaire était limité par des crânes humains portés par des pieux. Ça, c'est la guerre tribale qui veut ça. Bien au milieu, au-delà des collines, dans la plaine, il y a la rivière et les mines. Les lieux étaient surveillés par des soldats enfants. Les mines et la rivière où on lavait le minerai, c'était le bordel au carré. Je refuse de les décrire parce que je suis un enfant de la rue et je fais ce que je veux, je m'en fous de tout le monde. Je vais parler des patrons associés qui sont les vrais maîtres des mines et de tout et tout. Les patrons associés sont les vrais chefs, les vrais maîtres des lieux. Ils habitent où ils travaillent et leur habitation, leur logement est une vraie forteresse. Une vraie forteresse gardée par des soldats enfants, armés jusqu'aux dents et toujours drogués. Totalement drogués. Où il y a des enfants soldats, il y a des crânes hissés sur des pieux. Les patrons associés ont de l'argent. Tout épailleur dépend d'un patron associé. Au départ, à part son caleçon, l'orpailleur n'a rien. C'est le patron associé qui lui finance tout. Ça finance les roues, le panier, le boostify et ça paie le droit mensuel d'un demi-dollar américain pour exploiter la terre. Quand l'orpailleur a un coup mirifique, c'est-à-dire s'il a de la chance de tomber sur une pépite, il paie au patron associé tout ce qu'il doit. Ce qu'il arrive rarement parce que le coup mirifique arrive après que l'orpailleur a été endetté jusqu'au cou avec le patron associé. C'est-à-dire il est toujours et en permanence à la disposition du patron associé. Le patron associé est souvent un Libanais et on comprend qu'il soit souvent assassiné. Oui, c'est bien qu'on les assassine affreusement. Ce sont des vampires. Les vampires sont des gens qui s'enrichissent du travail d'autrui, d'après le petit Robert. Il faut voir quand un orpailleur tombe sur une pépite. Ça vaut le déplacement. C'est un branle-bas. Il hurle fort pour demander la protection des soldats enfants. Et les soldats enfants toujours drogués à court l'entourent et le conduisent chez son patron associé.
Le patron associé fait le décompte de ses droits, paie les taxes, paie les soldats enfants qui ont assuré la protection et le reste, s'il en reste, le donne à l'eau-pailleur. L'eau-pailleur devient un malheureux, il est obligé d'avoir un garde du corps jusqu'à ce qu'il ait tout dépensé et ce garde du corps est forcément un soldat enfant totalement drogué. Voilà, hey. L'enfant soldat a toujours besoin de drogue et le H n'est pas donné, ça coûte cher. Une nuit, les bandits de grand chemin armés jusqu'aux dents sont entrés à Sanikeli. Ça a profité de l'homme pour se glisser entre les cases comme les filous. Ils sont entrés dans le quartier des patrons associés. Ça a investi 2 maisons de patrons associés. Il investit une maison, c'est encercler une maison en coupant toutes les communications. Ça a été facile. Les small soldiers étaient drogués. Les soldats l'étaient aussi. Les bandits ont surpris dans le sommeil les patrons associés. Sous la menace des calages, ils ont demandé aux patrons associés de remettre les clés des coffres. Les patrons associés ont remis les clés. Les bandits de grand chemin se sont servis et se sont copieusement servis. C'est au moment de partir, quand ils ont voulu emmener les patrons associés et qu'un a refusé, qu'il y a eu un éclat. Un soldat enfant s'est réveillé et a tiré. Ils ne connaissent que ça, tirer, rien que tirer. Et ça a fait un grabuge généralisé. Des fusillades, nourris et résultats, des morts, de nombreux morts. Voilà, hey. 5 soldats enfants et 3 soldats ont été bousillés. Les coffres vidés, totalement vidés, emportés et les bandits de grand chemin disparus en cavale avec 2 patrons associés. Il fallait voir ça. Le spectacle était désolant. Partout des morts, des soldats enfants morts. Des coffres éventrés et 2 patrons associés disparus. Les soldats enfants qui étaient morts n'étaient pas des copains. Je ne les connaissais pas. C'est pourquoi je ne fais pas leur oraison funèbre. Et je ne suis pas obligée. Yamakode. Onika Baclay s'est rendue sur place sur les lieux. Elle n'a pas pu retenir ses larmes. Il fallait voir ça. Ça valait le déplacement. Une criminelle comme Onika pleurait sur des morts, des larmes de crocodile. Ça pleurait sur les cadavres, mais sur ce que ça risquait de lui faire perdre. La politique d'Onika, c'était la sécurité des patrons associés. Sans patrons associés, pas d'eau-pailleur, pas d'exploitation de mines et par conséquent, pas de dollars. Elle garantissait la sécurité des patrons associés et s'en vantait. Et voilà, 2 des patrons associés enlevés, disparus en pleine nuit au centre de Sanikeli. Tous les patrons associés voulaient partir. Tous ont fermé leurs boutiques. Le système d'Onika s'effondrait. Onika était comme une folle. Il fallait voir ça. Le bout de femme avec tout ce que ça apportait hurlait. Restez, restez. Je vais les rechercher, les faire venir. Ils sont à Niangbo. Je le sais. Ils sont à Niangbo. C'était la première fois que j'entendais le nom de Niangbo. Niangbo où se trouvait ma tante. Les 2 bandits de grand chemin venaient de Niangbo. 2 jours après, le rap arrivait. Les demandes de rançon. Ils demandaient 10 000 dollars américains, pas un de moins, pas patron associé enlevé. C'est trop, 10 000 dollars américains. Où les trouver? Où les décrocher? Hurlait le général Onika. Les négociations furent aussitôt entamées. Baclay pouvait donner 2 000 dollars par patron associé. Les bandits voulaient être compréhensifs, ils réclamaient 8 000 dollars, mais pas $1 de moins, sinon ils égorgeraient les 2 patrons associés. Les négociations étaient difficiles et longues. Vu que Niangbo se trouvait à 2 jours de marche de Sanikeli, Niangbo était une ville ouverte, libre, n'appartenant à aucune des factions. Elle devait être neutre. Elle ne devait pas autoriser des actions comme la prise des otages. Elle les a autorisées. C'était une faute qu'il fallait faire payer aux habitants de Niangbo. Ils allaient la payer cher. Ne cessait de hurler le général Onika. Pendant que les négociations se poursuivaient, le général préparait secrètement la prise de Niangbo par la force. Nous, les enfants soldats, avons commencé la marche sur Niangbo le 4e jour après le rapt. La marche se faisait la nuit.
Le jour, on restait cachés dans la forêt. Pour nous empêcher de faire trop de conneries sur la route, on nous avait privés de haches. De sorte que nous étions flasques comme des vers de terre. Minés par le besoin des haches, nous allions hagards, ne sachant que faire, demandant sans cesse un peu de hache. Mais pendant les 2 jours et 2 nuits que dura le voyage, la consigne fut respectée. Et enfin, nous voilà le dimanche matin heureux de nous trouver autour de Niangbo. On nous a installés et on a servi du hache à profusion. Nous étions les premiers, à l'avant-garde les éclaireurs. Nous étions impatients de combattre. Nous étions tous forts par le hache comme des taureaux et nous avions tous confiance en nos fétiches. Derrière nous, le régiment des soldats et un peu plus loin, l'état-major avec le général Onika en personne. L'opération était dirigée par le général. Elle tenait à être là pour punir les gens de Niangbo autour d'elle. Il y avait les féticheurs, les 2 féticheurs. Yakuba autour d'elle, il y avait les féticheurs, les 2 féticheurs, Yakuba et son ancien féticheur appelé Sogu. Sogu était un féticheur de race Kran. Il portait en toute saison sur la tête et à la hanche des ceintures de plumes. Son corps était bariolé de kaolin. L'attaque a commencé au lever du jour. Nous nous étions infiltrés jusqu'aux abords des premières cases. Chaque Kalachnikov était servi par 5 enfants soldats. Le premier groupe attaqua. À notre surprise, aux premières rafales de Kalash répondirent d'autres rafales. Les habitants et les soldats de Niangbo nous attendaient. Il n'y avait pas de surprise. Le premier servant tomba. Un autre le remplaça. Celui-ci tomba à son tour fauché. Et puis ce fut le 3e. C'est le 4e qui décrocha. Nous nous sommes repliés, laissant nos morts sur le terrain. C'est toute la stratégie mise au point par le général Onika qui était mise en cause. Des soldats prirent nos places à l'avant-garde du combat. Ils ramassaient les corps des morts. Nous, les enfants soldats, nous devions aller jusqu'à l'état-major pour vérifier nos protections par des fétiches. Certainement, nous avons fait des conneries pour que nos protections soient aussi nulles. 3 fauchés dès les premières rafales. Et effectivement, après des investigations, on a su que des interdits avaient été transgressés par des enfants soldats. Transgresser signifie violer, enfreindre. Nous avions transgressé en consommant du cabri. Ça, c'est pas permis en temps de guerre quand on est équipé des fétiches de la guerre. J'étais rouge de colère, non. Un noir comme moi ne devient jamais rouge de colère. Ça se réserve aux blancs. Le noir devient crispé. J'étais crispé de colère enragée. Les féticheurs sont des fumistes. Fumiste signifie personne peu sérieuse, fantaisiste. D'après mon Larousse, sans blague, pour avoir consommé du cabri, il y avait là 3 morts. D'après les féticheurs, sortis des conneries énormes comme ça. C'est incroyable. Je pleurais pour leur mère. Je pleurais pour tout ce qu'ils n'ont pas vécu. Parmi les corps, j'ai reconnu Sekou le terrible. Lui, Sekou Ouedraogo, le terrible, c'est l'écolage qu'il a eu. L'a jeté dans la gueule du caïman, dans les enfants soldats. Écolage signifie les frais de scolarité. Son père était gardien d'une des villas cossues du côté des 2 plateaux dans ce grand Abidjan-là. Des bandits de grand chemin ont braqué le bourgeois cossu et celui-ci a accusé son gardien de complicité. Cossu signifie qu'il dénote la richesse. Comme il n'y a pas de justice sur cette terre pour le pauvre, le père de Sekou a été torturé et emprisonné. L'écolage de Sekou ne vint pas pendant 1 mois, 2 mois. Quand ça a atteint 3 mois, le directeur de l'école appela Sekou et lui dit « Sekou, tu es renvoyé. Tu viendras quand tu auras l'écolage. » La maman de Sekou se nommait Binta. Binta a demandé à son fils « Attends, je vais chercher l'écolage, je vais t'apporter l'écolage. » Elle vendait du riz cuit et des ouvriers d'un chantier lui devaient 15 000 francs CFA. Avec 15 000 francs CFA, elle en avait suffisamment pour payer l'écolage mensuel de 5 000 francs. Mais Sekou attendit 1 semaine. Encore une autre semaine entière, mais ne voyant rien venir, Sekou songea à son oncle du Burkina. Son père très souvent lui avait parlé de Boukari. Un de ses frères, un oncle à Sekou qui était chauffeur, avait une moto et une concession dans Grand Ouagadougou là.
Sekou décida d'aller chercher son écoulage chez l'oncle qui a une moto et une concession à Ouagadougou. Il resquilla le train. Resquiller, c'est emprunter un transport sans payer. Mais il se fit choper à l'arrivée à Ouagadougou et envoyé au commissariat central de Ouagadougou. Où sont tes parents? Mon oncle s'appelle Boukari. Il a une moto et une concession. Mais trouver Boukari qui a une moto et une concession dans Grand Ouagadougou là revient à chercher un grain de mil ayant une tache noire dans un sac de mil. Sekou traîna une semaine au commissariat central en attendant qu'on trouve son oncle. La deuxième semaine, pendant que la recherche se poursuivait, Sekou profita d'une inattention de ses surveillants pour prendre la tangente et disparaître dans Grand Ouagadougou là. Prendre la tangente, c'est s'esquiver. Dans Grand Ouagadougou là, il commença à divaguer. Divaguer signifie errer à l'aventure. Dans sa pérégrination, il remarqua un camion d'Abidjan. Le chauffeur était seul à bord. Son apprenti boy l'avait lâché parce qu'il ne le payait pas. Sekou s'empressa de se présenter comme un petit qui travaille sans se faire payer. Le marché fut conclu. Sekou devient l'apprenti chauffeur et boy du chauffeur qui se nommait Mamadou. Mamadou tira Sekou derrière le camion et à voix basse lui expliqua la commission du camion. Lui expliqua la mission du camion. Une mission secrète, très secrète, dont Sekou ne devait jamais parler. Le camion transportait en cachette des armes aux partisans de Taylor au Libéria. Le camion n'allait pas directement à Abidjan. Et effectivement, dans la nuit, des militaires en civil arrivaient, placés Mamadou et Sekou dans un hôtel particulier chargé de camions. Le matin à 4 heures, il revint avec le camion chargé. Le chargement était bien emballé. Il réveillait Sekou et Mamadou. Dans la cabine du camion à côté de Mamadou, monta un officier en civil et son hôte également en civil se jucha avec Sekou sur les colis bien emballés. Direction frontière libériano-ivoirienne. Là, il s'arrêtait et aussitôt des guérilleros surgit dans la forêt. Un guérillero est le combattant d'une guérilla. Un guérillero remplaça Mamadou et au volant et 3 montèrent sur le chargement. Il partit avec les officiers. Sekou et Mamadou furent invités à attendre dans un maquis. Le propriétaire du maquis, qui était un ivrogne rigolo, il riait aux éclats, tapait sur les épaules des clients, pétait de temps en temps. Pendant qu'il faisait ses conneries surgies de la forêt, 4 gaillards cagoulés. Cagoulés signifie portant des capuchons percés à l'endroit des yeux. Ils braquaient Sekou et Mamadou. Avant de les emmener, il dit au propriétaire du maquis, tremblant comme une feuille, « Nous les emmenons en otage contre 5 millions de francs CFA payables par le gouvernement burkinabé. La rançon est à payer dans un délai maximum de 5 jours, pas un jour de plus. Sinon, les têtes des otages vous seront présentées au bout des fourches. C'est bien compris? » « Oui, répondit le propriétaire, toujours tremblant. À travers la forêt, les yeux bandés, Sekou et Mamadou furent amenés jusqu'à une petite paillote où ils furent attachés à des pieux. Pendant les 3 premières journées, il y eut 3 gardiens qui paraissaient vigilants. Le 4e jour, il n'en resta qu'un et celui-ci se mit à dormir. Sekou et Mamadou purent se détacher et disparaître dans la forêt. Sekou de la forêt déboucha sur une route. Elle était droite. Il la marcha sans regarder. Elle était droite. Il la marcha sans regarder ni à droite ni à gauche. Au bout, il y avait un village et dans ce village, les enfants soldats. Il se présenta au chef de l'organisation. « Je suis Sekou Ouedraogo, je vais être un enfant soldat. » Comment Sekou mérita le qualificatif de terrible est une autre histoire et une longue histoire. Je n'ai pas le goût de raconter parce que je ne suis pas obligée de le faire. Que ça me faisait mal, très mal. Je pleurais à chaudes larmes de voir Sekou couché mort comme ça. Tout ça prétendent les fumistes de féticheurs à cause d'un cabri. Faforo, culte de mon papa.